Bien, je vous propose de commencer. De toute façon, j'aurai un petit propos introductif de 5 minutes qui permettra de faire un premier point, puisqu'on est, il y a un instant à François Coleno, qu'on est à un tiers à peu près de notre cycle de conférences consacré au commun. Donc, juste un point rapide de quelques minutes. Ça va permettre peut-être aux derniers de personnes participantes de nous rejoindre. Donc, avant d'introduire Mathieu, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être présent avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui est celui de la souveraineté alimentaire, vu ici comme un bien commun dans un contexte de transition. Je voudrais prendre le temps de quelques minutes ici pour rappeler quelles ont été les deux premières conférences qui ont été réalisées ces dernières semaines. Donc, une première conférence euh, animée par le professeur Marie-Pierre Camproux-Dufresne autour d'une notion juridique, notamment le titre de son intervention était le co-usage des communs naturels, dépasser le droit de propriété, avec l'idée que dans le contexte qui est nôtre d'urgence écologique climatique, le droit apparaît ici comme un levier du changement qui accompagne, organise, dirige la transformation des comportements nécessaires dans le cadre de cette transition écologique, avec aussi l'idée d'une perspective post-transition. Et donc Marie-Pierre, pour parler de cette articulation, confrontation entre usage et propriété dans un commun, elle s'était appuyée particulièrement sur la théorie des communs naturels, vue ici comme une représentation juridique des relations entre humains et non humains, encadrée par des concepts et des principes qui avaient vocation à améliorer l'organisation des prélèvements, des usages de certains éléments naturels sans altérer le bon fonctionnement du commun naturel, vu ici comme un socio-écosystème. Et cette première conférence, finalement, et la seconde qui a suivi, enfin plutôt la seconde qui a suivi, a vraiment fait écho à cette première conférence, puisque cette fois-ci, avec une perspective autour de la comptabilité environnementale, Clément Fégère et Caroline Vigo-Coghetto, je crois que Caroline est avec nous d'ailleurs, je la remercie, autour du principe de la comptabilité écosystème centré, donc comment équiper finalement la préservation en commun d'un écosystème avec notamment la comptabilité ici comme un outil, une approche permettant euh, de renforcer finalement l'action et l'accountabilité collective pour les écosystèmes. Hein, donc on a vraiment une ambition ici avec François Yvan de porter un cycle de conférences qui permet de croiser différentes disciplines. Hein. On a donc d'une part le juridique pour la première conférence, la comptabilité, mais ici la comptabilité, c'est la présentation réalisée par Caroline il y a quelques semaines. On a bien vu que c'est une approche qui permettait de croiser sciences écologiques, bioéconomie, analyse comptable et financière, et où finalement l'impact négatif ici était vu comme un endettement vis-à-vis des écosystèmes et des êtres humains. Et puis aussi quelque chose de très intéressant qu'on a particulièrement apprécié lors de cette présentation, euh, dans un contexte où il y avait une multiplicité des paysages avec des acteurs qui devaient se coordonner pour obtenir collectivement des résultats écologiques, il y avait une recherche ici de la meilleure architecture comptable permettant ici de conserver, de restaurer l'écosystème donné. Et Caroline, tu avais donné, donc tu peux d'ailleurs, si tu le souhaites, en dire peut-être un mot. Tu avais présenté particulièrement l'étude de cas sur laquelle tu travailles actuellement, qui est la tour du Bala en Camargue, avec l'idée de gérer et de conserver des zones humides où justement il y a un contexte où il y a des conflits notamment autour de l'usage de ces zones humides, hein, entre d'un côté les chasseurs et de l'autre les personnes qui souhaitent préserver notamment des espèces d'oiseaux. Donc tu nous avais expliqué l'importance de la gestion de l'eau dans ce contexte-là. Si tu souhaites, Caroline, peut-être en 2 minutes, rappeler peut-être si tu le souhaites, hein, il y a pas d'obligation naturellement, si tu souhaites dire un mot ici sur le cas, l'étude de cas de la Tour du Vala, pour justement illustrer en 2, 3 minutes, si tu es d'accord, les travaux que tu mènes actuellement sur cette étude de cas.
Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Guillaume. Je pense que tu as fait un très bon résumé. Donc l'intérêt, c'est pour nous de pouvoir utiliser les comptabilités ou de voir comment les comptabilités pourraient équiper les discussions autour d'objectifs qui sont complexes et parfois contradictoires sur un même territoire. Et comment cela pourrait se faire à partir de la théorie de commun. En sachant qu'on voit enfin, le besoin d'avoir un objectif de préservation de l'état écologique pour qu'on puisse arriver à un commun pour la conservation d'un écosystème. Donc, c'est aussi de mettre en lien deux théories différentes qui vont aborder les sujets de façon différente, donc par une action stratégique en faveur de l'environnement d'un côté, et à travers la théorie des communs, donc à partir des règles qui auront l'objectif d'organiser les acteurs autour des objectifs qui sont parfois concurrentiels. Euh, voilà. Et merci encore pour l'opportunité. Je t'en prie, Caroline, merci à toi. Et donc, j'en profite pour vous dire que les deux premières vidéos des deux premières conférences sont donc en ligne sur la chaîne YouTube du laboratoire Laroquois. Donc, vous pouvez retrouver les conférences qui ont été euh, réalisées il y a quelques semaines. Donc, la première conférence, je le redis, de Marie-Pierre Camproux-Dufresne, le co-usage des communs naturels, dépasser le droit de propriété, et donc de Caroline et Clément, comment équiper la préservation en commun d'un écosystème avec une réflexion ou des réflexions sur le potentiel de la comptabilité écosystème centré. Bien, donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de poursuivre nos travaux avec Mathieu Brun. Donc Mathieu est directeur scientifique de la Fondation Farm. Peut-être Mathieu, tu pourras nous dire un mot rapide sur la Fondation Farm. Mathieu vient ici avec une perspective plutôt géopolitique. Mathieu est chercheur associé à Sciences Po Bordeaux, au laboratoire Les Afriques dans le monde, le laboratoire LAM. Et donc, il nous propose de discuter de la souveraineté alimentaire, ici vue comme un bien commun, dans un contexte de transition. Donc, encore un angle d'approche différent. On évoquait en préparation de cette réunion qu'effectivement, il y a aussi dans les pays en voie de développement des travaux très intéressants. On va discuter dans les prochains jours avec le GRET qui mène des recherches-actions sur le terrain sur cette notion des communs, notamment principalement des communs naturels. Ici, Mathieu va nous proposer une présentation ici avec une dimension géopolitique importante et puis autour de la notion de souveraineté alimentaire. Donc, c'est une approche qui est très originale et qui va nous permettre aussi de poursuivre nos travaux, nos réflexions. Et évidemment, on attend vos questions à Mathieu pour justement continuer à nourrir ces réflexions. Vous voyez, on est sur du droit, de la comptabilité, de la géopolitique. On ira aussi sur euh, prochainement de la géographie. On balaye vraiment un grand nombre de sujets et de disciplines, mais toujours autour de cette notion de bien commun qu'on explore ensemble. Donc Mathieu, je te donne la parole et n'hésites pas à dépasser un petit peu l'heure si tu le souhaites. Tu es évidemment, nous sommes vraiment à ton écoute. Merci, merci beaucoup, merci Guillaume. J'espère que j'ai la voix qui porte assez et que celles et ceux qui sont à distance m'entendent assez bien. Donc merci à Guillaume, à François et à Yvon pour votre invitation à participer à ce séminaire, à ce cycle sur le management des biens communs. Alors avant de vous parler un peu plus de la manière dont j'ai abordé le sujet cet après-midi, juste quelques mots peut-être sur la Fondation Farm, donc la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, qui est une fondation reconnue d'utilité publique française, c'est un think tank, donc un centre de réflexion, de production, d'analyse, très tourné vers une pratique de l'intermédiation entre les mondes de la recherche, publique ou privée, les mondes de l'entreprise, le monde économique, et puis le monde des politiques publiques. Donc on produit des connaissances, on organise des événements, on fait différentes actions. Et notre positionnement qui explique aussi la géographie que j'ai choisie pour cet après-midi, c'est de regarder vers les pays en développement et en particulier l'impact de nos modes de production, nos modes de consommation, nos modes d'approvisionnement aussi vis-à-vis des pays du Sud et des pays en développement. Alors quand Guillaume
m'a gentiment proposé de participer à ce séminaire. J'ai d'abord dit que j'étais pas légitime pour parler d'un sujet comme les communs, parce qu'il a fallu que je fasse un peu d'archéologie dans ma mémoire pour me souvenir vraiment, et puis après je suis allé faire quelques recherches quand même de ce que relevait ce concept. Mais donc je vous remercie tous les trois, ça m'a permis de prendre de la hauteur sur mon travail au quotidien. J'ai perdu un peu l'habitude depuis la fin de ma thèse il y a déjà quelques années de participer à ce genre d'exercice intellectuel, donc de me faire challenger par mes pairs et mes collègues chercheurs et chercheuses, ce sera une bonne chose pour cet après-midi. Donc excusez parfois les approximations ou les digressions que je pourrais faire. J'essaye de me plier à l'exercice. Donc, comme je vous le disais, quand Guillaume et François m'ont proposé de travailler sur ce sujet, sécurité, souveraineté alimentaire, bien commun, dans un contexte de développement dans les pays du Sud, puisque c'est l'objet sur lequel je travaille depuis maintenant plusieurs années, j'ai essayé de me demander d'abord qu'est-ce qu'étaient les communs, qu'est-ce qu'était la gestion en commun, la gestion des biens communs, et de regarder si ça correspondait aussi à la manière dont on parle de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire. J'ai retenu ces trois mots en fait clés qui ont guidé un petit peu la réflexion autour de cette présentation: la disponibilité, l'accès et la soutenabilité. C'est ce qu'utilisent Coria et Hall dans leur article. Donc l'idée d'avoir une ressource qui soit accessible à tous, dont la gestion vise à ne pas être surexploitée, la dimension d'accessibilité et donc de rivalité dans la consommation, et puis cet enjeu de règles, d'institutions. Pour un politiste que je suis, c'est assez éclairant. Et après, je me suis dit, est-ce que l'agriculture et son lien avec l'alimentation, parce que je vais surtout parler de l'agriculture comme productrice d'alimentation, l'agriculture produit plein d'autres choses, mais il me faudrait beaucoup plus de temps pour couvrir ces autres domaines-là. Mais l'agriculture comme bien commun, en tout cas en lien avec ces notions de bien commun et d'universalité, c'est aussi, voilà, ce sont ces ressources, la terre, l'eau, les semences. Encore ce matin, j'ai des papiers sur la question des banques de gènes publiques, privées, supranationales. Voilà, quel autre aussi outils de production que sont les semences peuvent répondre à la question des communs. Il y a aussi les connaissances, les pratiques. Hein. Quand on parlera de transition agricole ou de transition agroécologique, on pourra penser aussi à cette mise en commun des connaissances, à cet accès aux connaissances et aux pratiques. Derrière ces idées de ressources, de mise en œuvre des ressources, on a bien sûr l'organisation qui existe pour partager ces ressources, pour produire. Je crois que l'agriculture, que ce soit en France ou à l'étranger, a produit énormément d'organisations collectives, de dynamiques collectives, formalisées ou informelles, hein, depuis les ressources en eau jusqu'au syndicalisme, enfin ressources en eau villageois au syndicalisme à des échelles très macro. Bien sûr, la question de la transition écologique aujourd'hui et de la lutte contre le changement climatique demande d'avoir aussi un regard sur une gestion durable et un accès équitable, tout en se protégeant contre l'appropriation. Donc en fait, j'ai essayé de revisiter la notion d'essayer de me baser sur ma maigre connaissance de ce que représentent les communs, en revisitant la question de la souveraineté alimentaire dans des contextes de pays en développement et dans des contextes de transition et de transformation des agricultures. La littérature j'ai pris quelques images pour lancer un peu la discussion. La littérature sur l'alimentation comme bien commun est déjà très dense, très riche. Vous avez en bas à droite la couverture de cet ouvrage collectif coordonné par notamment Olivier de Scutter, José-Luis Viveropol sur l'alimentation comme un commun, avec vraiment une notion aussi de résistance, de justice sociale et d'exploration des difficultés qui existent aujourd'hui dans l'alimentation de toutes et tous. J'ai aussi mis en avant cet ouvrage qui m'a beaucoup aidé et nourri, hein, de Kakonou Boupo, qui a relu le développement africain, parce que j'ai beaucoup parlé d'Afrique subsaharienne notamment dans cet après-midi, hein. Son ouvrage sur le néoprotectionnisme au bien commun, avec un chapitre bien sûr sur l'agriculture, parce que Kakonou Boupo est commissaire de l'UEMOA à l'agriculture. Pour autant, quand on parle agriculture, alimentation, on parle de choses très quotidiennes, mais on parle aussi d'éléments très politiques. Donc un clin d'œil à la campagne 2022, bien nourrir tout le monde, avec la notion de l'avenir en commun chez Jean-Luc Mélenchon. Et puis l'actualité récente qui nous a rattrapés avec les manifestations européennes,
en France et ailleurs des agriculteurs en début d'année, avec l'idée bien sûr que derrière la production, il y a de la mobilisation, il y a de la ressource, il y a de la conflictualité. Hein, c'est le regard géopolitique dont dont Guillaume vous a parlé tout à l'heure. Et puis bien sûr, l'agenda très fort aujourd'hui de la souveraineté alimentaire, j'y reviendrai, avec cette image du sommet de Dakar de l'Union africaine, avec l'ancien président sénégalais qui était président de l'Union africaine, où on parlait de souveraineté alimentaire et de résilience. Donc, comme je vous le disais, on va peut-être dépasser un petit peu, aller un petit peu au-delà de la définition classique de ce que sont les communs et la gestion des communs, pour parler d'un objet assez étrange qui est celui de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Donc là, on va réapproprier finalement avec un peu de bricolage scientifique et académique cette notion au-delà de la définition classique, en essayant de voir comment est-ce que la souveraineté alimentaire, dans un contexte de transformation des agricultures, dans les pays du Sud peut être vue, ou en tout cas, en quoi est-ce que la lecture par les communs nous aide à comprendre ces transitions et ces transformations. Donc, je vous l'ai dit, les trois mots-clés qui ont guidé un petit peu la réflexion que je vous propose, c'est disponibilité, accessibilité et soutenabilité, avec l'idée finalement, quand on parle d'une ressource à partager, alors bien sûr, je parle à des spécialistes, donc vous n'aurez peut-être pas ce réflexe-là, mais pour beaucoup, on parle de partager une ressource, ça induit souvent l'idée que cette ressource, elle est abondante et qu'on y a tous accès. Sauf que c'est bien entendu pas le cas. Donc là, je vous ai résumé un petit peu le cheminement que je vous propose. Après, les slides que je vous présente sont surtout des graphiques, des illustrations, des cartes pour essayer de nourrir la réflexion que je vais essayer de vous livrer. Donc déjà, on va essayer de tout de suite poser un cadre à cette idée de communauté des bien nourris, qui de fait est excluante et inégalitaire, finalement, on pourrait considérer que le fait d'être souverain sur le plan alimentaire, d'être en sécurité alimentaire, est quelque chose qui exclut, puisqu'une grande partie de la population ne fait pas partie de cette communauté des bien nourris. Ensuite, je reviendrai sur cette diffusion et cette réappropriation du concept de souveraineté alimentaire, donc en allant depuis celui de sécurité à souveraineté, puisque derrière, il y a une idée de réappropriation de son alimentation, une idée aussi de redécouverte du politique et du rôle du politique dans l'alimentation et dans l'agriculture. On parlera ensuite au-delà de la disponibilité, c'est-à-dire de la quantité d'alimentation produite dans le monde, de la question de l'accès, donc de la question de la justice sociale aussi et des règles ou des non-règles qui organisent l'accès à l'alimentation. Quand on parle d'accès à l'alimentation, il faut aussi penser à l'accès à la production. Et donc là, on parlera peut-être plus de géopolitique et de conflictualité sur les ressources, avec les enjeux d'accaparement. Je prendrai le cas très limpide des accaparements fonciers. Puis je vous l'ai dit au début, on est dans un contexte de transformation des agricultures dans les Suds. Donc d'abord, de quelle transformation on parle? Moi, je parlerai d'une intensification agroécologie, d'agroécologie, pour le cas de la transformation dans les pays du Sud. Et puis avant de conclure, j'aimerais bien essayer de m'attarder, si j'ai le temps, sur cet inégal accès à la capacité de transformation et à la capacité de maintenir les communs. Et je prendrai l'exemple des soutiens publics à l'agriculture pour montrer finalement comment est-ce que les agricultures entre elles ne sont pas égalitaires ou sont dans une situation d'inégalité quand il s'agit d'être soutenues, de pouvoir produire. Alors, donc je commence avec cette idée d'une communauté de bien nourris qui est inégalitaire et excluante. Alors là, vous avez sur l'écran, j'espère que vous le voyez bien, un graphique et une carte. La carte de droite, elle représente l'insécurité alimentaire, telle que mesurée par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Donc vous voyez, plus la couleur est sombre, plus les taux d'insécurité alimentaire sont élevés. Et puis à gauche, l'indice des prix alimentaires avec les courbes de 2019, 2020, 2021 et 2022, en sachant que 2022 le début de l'année 2022 correspond au pic atteint lors de l'explosion de la guerre en Ukraine. Alors, d'abord, pour commencer par un paradoxe assez éprouvant, si on regarde les études prospectives qui ont été faites et les analyses au niveau international, quand on regarde le nombre de calories qui sont produites chaque année, on constate qu'on produit assez de nourriture pour nourrir l'ensemble de la population aujourd'hui. Si on fait un ratio calories disponibles et calories à consommer,
normalement, on devrait produire assez de nourriture pour nourrir l'ensemble de la population. Mais il demeure que beaucoup d'individus sont exclus de cette communauté des bien nourris. Et d'ailleurs, j'y reviendrai, mais une bonne partie d'entre eux, ces personnes qui sont exclues de cette communauté, qui sont en situation d'insécurité alimentaire, sont eux-mêmes des producteurs d'alimentation, et en particulier dans les pays du Sud, notamment en Afrique subsaharienne. Alors finalement, le mode dominant suivi par nos sociétés depuis quelques décennies a visé à traiter l'alimentation comme une marchandise quelconque, ce qui permet aujourd'hui peut-être de réinterroger à la lumière des communs l'alimentation et l'agriculture, ce qui fait que ça a conduit à l'exclusion massive de populations très nombreuses de l'accès à ces biens essentiels que sont l'alimentation ou les biens alimentaires. En parallèle de cela, on a aussi un enjeu très important qui est l'impact de nos modes de consommation sur la santé des consommateurs. Donc, il faudra aussi, deuxième paradoxe, au-delà de celui qui veut qu'on produise assez de calories pour nourrir l'ensemble de la population, deuxième paradoxe, on a des situations d'extrême dénutrition, malnutrition, sous-nutrition et des situations de surpoids et d'obésité. Donc, l'humanité produit aujourd'hui plus d'aliments que nécessaire. Alors, on pourrait discuter de où va cette alimentation. Une partie est perdue et gaspillée, une grande partie est utilisée par les animaux, d'autres parties pour des usages industriels notamment. Mais on produit donc assez de nourriture en termes de calories pour nourrir la population mondiale. Malgré tout, on a encore 2 milliards de personnes qui sont mal nourries, qui sont en situation d'insécurité alimentaire, et un nombre croissant de personnes qui sont exposées à la famine ou confrontées à la malnutrition, au surpoids et à l'obésité. Si on regarde depuis 2019, je pense que j'ai mis l'évolution avec cette slide qui vous montre l'évolution donc de l'insécurité alimentaire par région au niveau mondial entre 2014 et 2019. Donc on est avant même la hausse des prix de l'énergie ou la guerre en Ukraine qui a aussi été un élément, un carburant de cette insécurité alimentaire. On voit bien déjà dans quelle mesure l'alimentation, l'insécurité alimentaire repart à la hausse. Hein. C'est très visible sur le continent africain, mais aussi sur le continent latino-américain et des Caraïbes, bien sûr au niveau mondial. Alors qu'on avait fait de gros progrès depuis 2015, depuis le lancement des objectifs de développement durable, hein, ces 17 objectifs de la communauté internationale, avec l'ODD numéro 2 sur la zéro hunger, donc la faim zéro et les modes de production durables. Depuis 2015, on voit qu'au contraire, la courbe qui avait visé plutôt à diminuer, avoir le nombre de personnes en insécurité alimentaire diminuer, cette courbe, elle repart à la hausse. Et depuis 2019, c'est 150 millions de personnes en plus qui sont venues grossir le nombre d'individus affectés par la faim, ce qui fait qu'on est à peu près à entre 800 et 850 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. En 2021, c'était, selon la FAO, sur le continent africain qu'on trouvait le plus de gens en insécurité alimentaire, avec 1 personne sur 5 qui était touchée par la faim. Donc un continent qui est particulièrement exposé. Hein. L'Asie l'est aussi, l'Amérique du Sud et les Caraïbes, mais dans des proportions beaucoup moins fortes que l'Afrique subsaharienne, qui est la partie du continent africain où la population souffre le plus de la faim. Notamment, vous l'avez vu sur la carte juste avant, l'Afrique centrale qui est extrêmement exposée à ces prévalences d'insécurité alimentaire, puisqu'on est à peu près à 1/3 de la population qui a des difficultés pour accéder à la nourriture de qualité, alors qu'on était à un petit peu moins en 2019. Ensuite, l'Afrique de l'Est est aussi une région très concernée. Peut-être vous avez en mémoire ces crises alimentaires, la question des détentions en Éthiopie, des invasions de criquets, enfin autant de facteurs qui engendrent de l'insécurité alimentaire. Donc on a globalement un enjeu important sur l'accessibilité alimentaire. Est-ce que cette alimentation qui est produite, hein, je vous disais, on produit assez de calories, est-ce qu'elle est suffisamment accessible? On a aujourd'hui près de 3 milliards de personnes qui sont dans une situation où ils ne peuvent pas s'offrir économiquement une alimentation de qualité qui aurait donc un impact positif sur leur vie au quotidien et qui leur permettrait d'avoir des régimes alimentaires sains. Et donc, je vous disais au début, hein, 3 milliards de personnes qui n'ont pas les capacités économiques pour s'acheter de la nourriture, et ça c'est très important en termes d'accès. Aujourd'hui, ce sont les producteurs d'alimentation
qui sont les premières victimes de la faim. 80% des personnes qui souffrent de la faim vivent dans les zones rurales. Alors, elles ne sont pas toutes agriculteurs ou agricultrices, mais on peut estimer qu'une bonne partie d'entre eux l'est, puisqu'on est sur des pays où 70 à 80% de la population travaille en agriculture. Donc les personnes qui vivent en zone rurale sont souvent des producteurs de nourriture. Et ce phénomène donc qui touche particulièrement les producteurs, touche surtout les petites exploitations familiales, qui pourtant, autre paradoxe, hein, fournissent la plus grande partie de l'alimentation mondiale. Donc là, le lien entre sécurité alimentaire, développement agricole et prospérité dans les zones rurales est particulièrement fort. Donc ça semble vraiment assez contre-intuitif de penser que les personnes qui sont celles qui produisent l'alimentation, donc qui contribuent à nous nourrir. Si vous avez vu en début de présentation les panneaux sur les tracteurs sur les autoroutes françaises, hein, n'oubliez pas qu'on vous nourrit, nous producteurs. Eh bien, ces personnes-là sont celles qui souffrent le plus de la faim. Donc, si ça semble contre-intuitif, il faut peut-être se donner un petit peu les moyens d'aller plus loin dans l'expertise et dans la compréhension de ce qu'est la sécurité alimentaire, puisque ce concept, dans sa définition originelle, qui est déjà assez complexe, internationalement reconnu, très codifié, très normé, passe sous silence un certain nombre de questions qui sont pourtant essentielles, notamment qui produit la nourriture, pour qui est-ce qu'elle est produite, comment est-ce qu'elle est produite, avec quel modèle économique de redistribution et de justice sociale elle est produite et distribuée. Donc ça, c'est la base de la distinction qu'on peut opérer entre sécurité alimentaire d'une part et souveraineté alimentaire d'autre part. Ce problème public, là je prends un petit peu le vocabulaire des politistes, ce problème public qu'est l'insécurité alimentaire interroge bien sûr les modes de gestion de la production, mais aussi les modes d'organisation collective des chaînes alimentaires. Alors rentrons un peu dans le détail de ce qu'est la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Donc, le concept de sécurité alimentaire, je vous le dis, il est internationalement défini depuis 1996 avec un sommet d'alimentation à la FAO à Rome, d'autres ajouts qui ont eu lieu aussi pour avoir une définition claire et clairement acquise, hein, qui veut que la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins de préférence alimentaire pour mener une vie saine et active. Donc, dans cette définition qui fait 3 lignes sur mes notes, vous retrouvez 4 piliers essentiels que sont la disponibilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait assez de quantité qui soit produite. Il faut qu'il y ait un deuxième pilier, c'est l'accès, à la fois l'accès physique et l'accès économique. Il faut que je puisse accéder au marché qui va vendre les ignames, les céréales, les légumineuses, les fruits ou la viande, et l'accès économique, qui est aujourd'hui extrêmement important et qui pose vraiment aujourd'hui problème. C'est vraiment un problème de pauvreté, la sécurité alimentaire, plus que de quantité de production. Eh bien, il faut que je puisse acheter cette nourriture sur les marchés. Et puis les deux autres piliers qui sont rappelés dans la définition, c'est l'utilisation et c'est la stabilité. L'utilisation, elle doit à la fois respecter mes modes alimentaires. On ne va pas donner des racines et des tubercules à des gens qui mangent que des céréales ou l'inverse. Et il faut qu'elle soit aussi respectueuse de la nutrition, c'est-à-dire qu'on doit aussi donner une nourriture qui soit de qualité nutritive supérieure. Donc voilà la définition de ce qu'est la sécurité alimentaire. Et donc en fait, si on devait regarder cette définition, donc lorsque tout être humain a à tout moment la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive, jamais on ne parle d'agriculture, alors que c'est bien l'agriculture qui produit l'alimentation. Jamais on ne parle de la manière dont sont produites ces denrées alimentaires qui vont nourrir les individus. Donc chaque mot de cette définition a son importance et elle permet de caractériser aussi toute la complexité qu'il y a derrière la faim. Je vous disais vraiment à lire la faim comme un problème d'économie, un problème de pauvreté. Donc c'est pas du tout, et pas uniquement plutôt, une question uniquement de quantité produite, parce qu'aujourd'hui les débats depuis déjà quelques années, avec un débat assez productiviste autour de l'agriculture, veulent dire hein, qu'on a un problème d'insécurité alimentaire, on a un problème de famine,
Il faut produire plus, il faut garantir notre capacité à produire, pour le cas français notamment. Hein, les débats actuels sur la loi d'orientation agricole et de la souveraineté agricole sont assez forts. Le fait de vouloir faire de l'agriculture je ne sais pas si c'est un bien ou si c'est un élément le monde aussi. Je pense que tu as Par erreur, on excuse. pas de problème. Donc on a cette dimension de quantité qui fait vraiment l'objet du débat, alors que celle, au contraire, de l'accès économique est assez peu traitée. Mais l'actualité, malheureusement, nous montre bien. Je pense à ce qui se passe notamment en Israël et en Palestine, avec la guerre menée par Israël contre la bande de Gaza. On a une situation de famine grave qui est lié avant tout à un objet, un conflit géopolitique, un conflit armé, donc une incapacité à avoir accès, des enjeux aussi économiques. Alors là, bien sûr, la disponibilité pose problème, mais ça vous montre bien que le problème de la faim est beaucoup plus complexe. D'autant plus qu'on peut avoir accès à l'alimentation chaque jour, mais que celle-ci soit de mauvaise qualité. Je vous ai parlé des enjeux de surpoids et d'obésité. On a aujourd'hui plus de 2 millions de personnes qui sont en surpoids et 700 millions de personnes en situation d'obésité. Donc, regardons un petit peu le contexte, le concept de souveraineté alimentaire. Je l'ai dit, sécurité alimentaire extrêmement normée, pas de lien avec la production, comment est-ce qu'on produit, qui la produit et quels sont les mécanismes de redistribution qui existent derrière cette alimentation. Maintenant, en regardant le concept de souveraineté. Aujourd'hui, il est sur toutes les bouches, il est même affiché sur les frontons des ministères. Je pense au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en France, le ministère italien aussi, d'autres ministères en Afrique qui l'ont mis en avant. Eh bien, ce concept qui aujourd'hui est approprié par l'entièreté du champ, disons, politique et du champ stratégique français ou international, il est apparu dans les années 80 et il s'est construit dans un contexte de réaction au concept de sécurité alimentaire, hein, dans une vision qui était plutôt globale, orientée vers les marchés. La solution pour lutter contre la faim, c'était de faire confiance au marché, à l'allocation optimale de l'alimentation. Si je ne mets pas suffisamment d'avantages comparatifs sur mon territoire pour produire, ben, c'est pas grave, je pourrais, grâce à d'autres sources de devises, acheter l'alimentation à d'autres. Hein, on pense par exemple à l'Afrique de l'Ouest et à l'achat de brisures de riz ou de riz importé du Vietnam ou d'Asie du Sud-Est, beaucoup moins cher que le riz qui était produit dans la vallée du fleuve Sénégal, par exemple, et dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest. Donc, si on reprend un petit peu les aspects historiques, avant les années 80, l'objectif des pays nouvellement indépendants en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, était de produire pour nourrir leur population et pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Au tournant des années 80, donc quelques décennies après les vagues de décolonisation et d'indépendance, avec la libéralisation des échanges et l'endettement croissant des pays africains, hein, qui a conduit au programme d'ajustement structurel, l'objectif a changé. Il fallait produire pour disposer de devises afin d'importer des denrées ou les produits manquants sur les marchés internationaux. Et donc la sécurité alimentaire, elle relevait vraiment du marché, de la libre circulation des produits et de la spécialisation des systèmes de production. Donc il y avait une très forte confiance dans les marchés. Pour autant, autour de ces années 90, c'est le moment où apparaît un autre concept, une autre voix qui se fait entendre, notamment dans toute la dynamique autour des mouvements altermondialistes, hein, puisque c'est lors du sommet mondial de l'alimentation à Rome, où on a défini ce concept même de sécurité alimentaire, que la Via Campesina, qui est un mouvement paysan international altermondialiste, a introduit une définition de la souveraineté alimentaire, qui est, je cite, hein, la souveraineté alimentaire, c'est le droit de chaque pays de maintenir et de développer sa propre capacité à produire son alimentation, facteur essentiel de la sécurité alimentaire au niveau national et communautaire, tout en respectant la diversité culturelle et agricole. Donc, ils ont listé un certain nombre de principes et de leviers sur lesquels il faut agir pour garantir la souveraineté alimentaire, qui était bien entendu complètement absent des débats sur la sécurité alimentaire. Donc, premier mot de cette définition, c'est les droits. C'est une approche par les droits, avec derrière aussi un enjeu autour de la réforme agraire, de l'accès au financement, de la protection des ressources naturelles, qui est aussi un principe et un levier sur lequel il faut agir, des méthodes durables de production, on est en 96,
la réorganisation du commerce alimentaire, pas la fin du commerce, mais sa réorganisation, la remise en cause de la globalisation de la faim, le contrôle de l'action des firmes multinationales, la paix sociale et, je cite, le contrôle démocratique. Donc aujourd'hui, comme dans les années 90, l'utilisation de la souveraineté alimentaire est en fait une manière de relire la question agricole et alimentaire. On a bien compris, Sina, dans les années 90, s'exprime en rejet de cette notion de sécurité alimentaire pour parler de droits des peuples, de droits des paysans et des paysannes. Aujourd'hui, finalement, on est à un carrefour assez similaire avec des mouvements, des syndicats, des partis politiques qui utilisent le concept de souveraineté alimentaire pour discuter, pour interroger les cadres normatifs et commerciaux qui avaient conduit à la dépolitisation de l'enjeu alimentaire par le rôle prépondérant donné au marché. Donc on est vraiment avec cette utilisation du concept de souveraineté alimentaire, dans sa réappropriation tout azimut, hein, sur une forme de critique de la dépolitisation de l'alimentation et de l'enjeu alimentaire. Donc on a finalement un sentiment de perte de contrôle, notamment c'est le cas de la dépendance à l'extérieur pour l'alimentation humaine ou l'alimentation animale, ou pour l'accès aux intrants, je pense aux engrais avec l'énergie, et de capacité, une perte de contrôle dans notre capacité de choix sur les modes de production et sur les modes de consommation. Je pense que les experts de la littérature pour les communs, ils diront ici des analogies assez intéressantes. Et donc la volonté de remettre de la norme, de remettre de l'organisation. Je pense au débat en Europe sur les clauses miroirs, par exemple. Si moi, je ne peux pas produire avec tel produit, ben, vous non plus, ce qui fait qu'on n'aura pas de problème on aura moins de problèmes de dumping environnemental ou de différence de compétitivité. Ça marque aussi, je crois, une opposition assez forte au fonctionnement actuel de la mondialisation et des traités de libre-échange et un souhait de rompre avec des politiques agricoles et commerciales jugées néfastes, notamment pour le revenu des producteurs, que ce soit au nord ou au sud, et puis des politiques agricoles et commerciales qui n'ont pas contribué à atteindre la sécurité alimentaire et à restituer l'environnement. C'est dans cette définition de la souveraineté alimentaire une remise en cause aussi du mode, donc plutôt une remise en cause du mode de gestion privé de l'alimentation par le biais des marchés internationaux, de la privatisation notamment des grandes entreprises publiques agricoles ou des grands services agricoles dans les pays du Sud avec l'ajustement structurel. Et c'est dans le même temps une remise en cause du rôle de l'État, de son pouvoir, donc de la gestion publique de l'agriculture et de l'alimentation. Je vous ai, par exemple, mis une citation d'Emmanuel Macron en mars 2020, donc on est même avant la guerre en Ukraine, hein, c'était c'était 2 ans avant, mais c'était au moment où la Russie était très présente sur les marchés agricoles et où Emmanuel Macron, lors du sommet du salon de l'agriculture, pardon, en visant directement Vladimir Poutine et la Russie, avait dit que déléguer notre alimentation à d'autres est une folie. On doit en reprendre le contrôle, on doit investir dans notre indépendance agricole. Ça, c'était après le Covid. Hein, on avait manqué de Doliprane, de papier WC. On avait aussi eu des vrais moments de stress sur des chaînes d'approvisionnement agricoles. Donc, on a une critique assez forte de l'État qui s'est trop désinvesti de ces sujets essentiels que sont la sécurité alimentaire, énergétique ou sanitaire, hein, au-delà des masques et du paracétamol. Ça témoigne donc d'une demande assez forte d'État, d'intervention, voire de régulation, mais aussi d'une forme d'action publique concertée qui associe les producteurs, ici agricoles, et les citoyens à l'élaboration des politiques publiques. Donc on oscille entre une approche qui avait été confiée au marché, bien sûr avec une régulation publique, mais fortement confiée au marché, à une approche par les droits et par les politiques publiques. Donc je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, on a un enjeu très important autour de l'accessibilité à l'alimentation. Et aujourd'hui, l'enjeu qui est particulièrement prégnant, c'est de travailler sur les conditions d'accès à la nourriture. Parce qu'on a un système alimentaire qui est fortement concentré et polarisé. Vous voyez sur ce graphique, hein, 60% de nos calories proviennent de ces 12 cultures, du riz, du blé en grande partie, de la canne à sucre, du maïs, du soja, de la pomme de terre, de l'huile de palme, du manioc et d'autres. Hein, les 14% restants proviennent de ces 5 animaux, hein, donc vache, poulet, buffle, cochon et chèvre.
Donc, on a une assiette qui se simplifie au niveau international. Tout le monde ne produit pas d'ailleurs de tout, partout, tout le temps. Les modes de consommation alimentaire ont largement évolué. Aujourd'hui, les consommateurs urbains de Dakar, d'Abuja et d'autres grandes mégalopoles africaines veulent du riz asiatique parce qu'il est plus pratique à cuisiner, parce qu'il est plus pratique à conserver. Les pâtes parce qu'elles sont aussi issues de blé, hein, plus faciles à stocker. On a aussi moins investi, bien sûr, dans la transformation des produits locaux tels que les racines ou les tubercules. Mais c'est vraiment avec, je crois, le passage par le Covid qu'on a revu, qu'on a redécouvert nos dépendances. D'autres grandes puissances que la France, enfin d'autres puissances, grandes je ne sais pas, mais d'autres puissances ont aussi questionné leur souveraineté alimentaire parce qu'ils ont peur de dépendre. La Chine, par exemple, ou à l'extrême opposé de la Chine, des États minuscules comme le Qatar ou Singapour, jusqu'aux pays africains, avec le cas de l'Union africaine et du sommet sur la souveraineté alimentaire. Donc, on est en train de vivre un moment de réorganisation ou moment de réflexion autour des chaînes d'approvisionnement, en train de repenser ces chaînes d'approvisionnement alimentaire avec un enjeu de contrôler mieux, de gouverner mieux et donc d'être plus souverain sur ces chaînes alimentaires. Mais finalement, est-ce que c'est un problème de dépendre des autres pour notre alimentation? Parce que la conception de la dépendance au marché pourrait fonctionner. Alors, ça marche tant que tout se passe bien, mais c'est le problème, c'est quand la mécanique se grippe, quand on a une sécheresse en Australie, un changement de production aux États-Unis qui décident de ne plus exporter le maïs, mais de le mettre dans leurs automobiles parce que les prix de l'énergie sont trop importants. Bien là, les cours mondiaux s'affolent, la sécurité alimentaire en pâtit, hein, c'était le cas de la crise alimentaire de 2008, avec une transmission de l'inflation jusqu'auprès des ménages, notamment les ménages agricoles dans les zones rurales. On peut aussi penser au lien très fort entre le prix de l'énergie, le prix du pétrole et le prix du blé, et donc le prix aussi des matières premières agricoles à l'échelle locale, à mesure où on utilise beaucoup d'énergie pour produire les intrants comme les engrais. Puis, rappelons-nous aussi Antonio Guterres, donc le secrétaire général des Nations Unies, qui parlait de spectre de la famine au moment de la guerre en Ukraine. Donc, on est dans une situation où, comme Emmanuel Macron le disait, déléguer notre alimentation à d'autres est une folie. On doit en reprendre le contrôle, investir dans notre indépendance agricole, parce que si la capacité à produire sur place est une forme de protection importante, elle peut aussi se transformer en outil d'influence. C'est le cas notamment de la Russie de Vladimir Poutine, qui, avant les années 2000, était très dépendant des marchés européens pour s'approvisionner en blé et en autres produits. Et puis, il aura fallu 10 ans pour que l'agriculture russe fasse une complète révolution et qu'elle devienne en 15 ans la première productrice de blé et la première exportatrice de blé. Et donc, ça lui offre un outil d'influence très important, livrer du blé pour la Russie aujourd'hui ou pour les États-Unis à l'époque de la guerre froide, ou du soja pour le Brésil. Ce sont des moyens supplémentaires qui permettent d'agrandir leur sphère d'influence. Finalement, à l'échelle de la planète, il y a 10% à peu près de ce qui est produit par l'agriculture qui circule. Alors, c'est à la fois peu et à la fois beaucoup. 10% de ce qui est produit circule, mais quand une partie quand ces 10% sont fortement concentrés sur ces filières-là et qu'il y a des incidents climatiques, des incidents géopolitiques, là, on peut avoir un problème très important. Si je prends le cas du blé très rapidement, donc céréales dont la Russie est le premier exportateur mondial, la situation est très contrastée sur le continent africain. Donc l'Afrique du Nord, c'est un petit peu à part sur le continent africain parce que c'est une région avec la diète méditerranéenne où on mange historiquement bien sûr du blé transformé notamment en pain. Pour celles et ceux qui connaissent ce pays, l'Égypte, on a un mot qui désigne le blé, qui désigne le pain, pardon, et c'est le même que pour parler de la vie, VIE, un Aïch, donc c'est vraiment extrêmement important. Si vous avez eu l'occasion de soit voir des reportages ou d'aller en Égypte, vous voyez peut-être ces galettes de pain rondes qui sont ultra subventionnées par l'État pour garantir la sécurité alimentaire. Donc une bonne partie de la ration calorique vient de ces produits subventionnés, comme le pain, le riz, les lentilles, l'huile ou la tomate. Et d'autres pays en Afrique subsaharienne ont aussi une très forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour leur approvisionnement en blé. Le Soudan, la Mauritanie, Djibouti dépendent aussi de
du blé et du pain pour leur apport calorique et dépendent de l'extérieur parce qu'ils n'en produisent pas suffisamment. L'Égypte, c'est entre 50 et 60% de la dépendance à l'extérieur pour le blé. Un grain sur deux en Égypte de blé vient de l'extérieur et en grande partie de Russie. L'Algérie, c'est aussi un autre exemple de pays qui dépend de l'extérieur avec une balance commerciale agricole déficitaire de plus de 7 milliards de dollars en 2020. Quand on regarde le continent africain, aujourd'hui, 80% de la facture des importations provient de 5 grands produits. Et vous les voyez représentés ici. C'est le blé, c'est le sucre, le riz, l'huile et les produits laitiers. Donc, c'est des besoins qui, assez souvent, pourraient être satisfaits localement, soit par de la production locale, soit par des alternatives, que ce soit sur le sucre, le riz, l'huile ou les produits laitiers. Mais on a des chaînes d'approvisionnement alimentaire qui, elles, n'ont pas permis de répondre à cette demande. Donc, on a aussi des échanges alimentaires qui sont fortement polarisés avec quelques grands pays qui sont capables d'avoir une action sur la scène mondiale de l'agriculture et de l'alimentation. Je voudrais juste revenir quelques instants sur cette idée de l'alimentation comme une arme de guerre ou comme une arme de puissance. J'ai mentionné la Russie, j'ai mentionné Gaza, bien entendu, où on a une vraie politique, ça a été reconnu par la Cour pénale internationale. On a une vraie politique aujourd'hui de destruction des infrastructures agricoles, une politique de destruction des terres également, de confiscation des terres sur la partie de la Cisjordanie ou de l'eau. Donc on a des contextes où l'alimentation et l'accès à l'alimentation est utilisé comme une arme de guerre. Je rappellerai juste l'opération américaine contre le Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelait Opération Starvation, Opération Famine. Donc, c'était assez clair. Aujourd'hui, on a cette situation où l'alimentation peut être utilisée comme une arme de guerre. Hein. Reprenez les échanges ou les déclarations de Volodymyr Zelensky qui accusait Poutine d'organiser la famine au niveau mondial, d'agrandir cette communauté des mal nourris, malheureusement au niveau mondial, et donc de ne pas remplir les assiettes de celles et ceux qui en dépendaient. C'est bien sûr plus complexe, puisqu'une bonne partie des gens en insécurité alimentaire sont touchés par une question de prix et d'inflation alimentaire. Pour autant, l'alimentation peut aussi être un faiseur de paix, puisque ça crée aussi disons une situation d'investissement. Quand on investit notamment dans l'entrepreneuriat agricole en Afrique, on crée des emplois, on crée de la sécurité, on crée aussi des opportunités économiques. Je vois que le temps file, mais ça va, je suis à peu près bon. Donc, le retour de la faim, ou plutôt l'accroissement de la faim aujourd'hui et ces dernières années sur le continent africain, et en particulier en Afrique subsaharienne, n'est pas uniquement lié à des déséquilibres autour de l'offre alimentaire, hein, j'insiste là-dessus, c'est aussi et surtout lié à des déséquilibres économiques, aux difficultés économiques auxquelles sont confrontés les consommateurs, au premier rang desquels les producteurs, puisque l'insécurité alimentaire n'est pas qu'un problème de production de nourriture. Le taux de pauvreté en Afrique subsaharienne, par exemple, en 2020, était autour de 35%, alors même qu'en 2020, les économies africaines rentraient dans une période de récession, donc on est dans des niveaux qui sont très élevés. Et le continent le continent africain concentre 60% des individus qui sont extrêmement pauvres de la planète, donc ils n'ont pas les moyens d'accéder à cette alimentation. Et d'ailleurs, ce taux pourrait augmenter autour de 80% à l'horizon 2030, alors qu'on avait fixé comme objectif commun d'éradiquer la pauvreté en 2030. Donc, selon les Nations Unies, on a 80% des Africains qui n'ont pas aujourd'hui les revenus suffisants pour acheter une alimentation saine au quotidien. Hein, la crise économique, la pandémie Covid-19, et ensuite l'inflation, notamment des prix de l'énergie, a entraîné des vraies difficultés pour la population de s'approvisionner, des faibles revenus, un accès plus faible aussi au travail informel, qui s'est donc détérioré avec la pandémie Covid-19. La croissance de la part des dépenses alimentaires a fait qu'on a une situation une situation de tension autour du prix de l'alimentation et autour de la sécurité alimentaire. Alors, accéder à l'alimentation est une chose, mais il faut aussi pouvoir accéder aux ressources pour les produire.
quand on est sur cette discussion autour des communs, il existe de très fortes conflictualités sur l'accès aux ressources. Bien sûr, je pense que vous avez eu l'occasion d'en parler dans les interventions précédentes sur les conflits d'usage et les pressions qui existent sur les ressources. Je voudrais juste prendre le cas des investissements fonciers, aussi décrits comme des accaparements fonciers, sur le convoitise sur l'accès aux ressources. Donc là, vous avez deux graphiques issus du dernier rapport de Landmatrix, qui est une communauté académique internationale portée notamment par le CIRAD en France et d'autres centres de recherche au niveau international pour essayer de mesurer, de suivre, de tracer les investissements fonciers internationaux, donc des entreprises chinoises, françaises, américaines, malaisiennes, brésiliennes qui achètent ou louent des terres au niveau international. Donc, vous le voyez sur ce graphique, notamment celui de gauche, hein, sur la superficie sous contrat, qui a beaucoup augmenté. Hein, c'est la courbe verte, enfin l'histogramme, pas le vert petit, le grand vert, enfin les hautes courbes, je ne sais pas comment caractériser ce vert, mais c'est la superficie totale sous contrat, qui depuis 2008 a beaucoup augmenté. Donc avec des investissements fonciers très importants au niveau international, puisque le foncier était vu comme une valeur refuge, et avec bien sûr des enjeux de confiscation, des enjeux d'accès, des enjeux aussi d'éloignement des populations sur des terres qui n'étaient pas libres, qui étaient parfois occupées, même si les gens n'avaient pas de titre formel. Ça s'est vu beaucoup de conflits et de conflictualités sur l'accès au foncier. Je pense notamment au cas autour du bassin du Nil, en Éthiopie, par exemple, où ça a été bien renseigné, mais aussi ailleurs. Sur la droite, hein, vous avez les liens entre les accaparements fonciers, donc les achats fonciers, les locations foncières, et puis les questions de l'eau. Puisque derrière l'accaparement foncier, tel qu'il est décrit notamment par Landmatrix ou par d'autres acteurs, y compris les grandes ONG internationales, vous avez aussi la confiscation ou l'accaparement des ressources en eau, qui est extrêmement importante. On a des cultures qui sont très demandeuses en eau. Donc derrière l'investissement d'une entreprise saoudienne en Éthiopie pour produire du riz ou du blé qui serait éventuellement vendu sur place ou réexporté dans le pays, ou une firme émirati, alors je prends beaucoup les pays du Golfe parce que c'est ceux sur lesquels j'ai travaillé, qui investirait au Soudan pour produire du fourrage pour les animaux, pour les vaches qui produisent du lait dans les Émirats. Et bien derrière, il y a aussi de l'accaparement et un contrôle de l'eau. Parfois, c'est des fleuves qui sont détournés, parfois, c'est des accès qui sont limités à la ressource en eau pour produire des productions agricoles, alimentaires ou pour l'alimentation animale, qui ne sont pas le plus souvent destinées au marché local. On a aussi le cas des productions énergétiques, hein, les VA qui avaient fait un gros boom, le Jatropha qui avait fait un gros boom au moment des agrocarburants. Donc cet enjeu sur les conditions d'accès aux ressources, pour les producteurs notamment, elle est encore plus compliquée dans un contexte comme l'Afrique subsaharienne, où on a une très forte croissance démographique, un foncier qui est un accès au foncier qui est particulièrement complexe, je reviendrai là-dessus, mais je voudrais insister avant de finir sur un élément important, qui est celui de finalement, depuis les années 80, on a laissé la paysannerie, disons un petit peu on a abandonné la paysannerie à son propre sort. On a un abandon très fort dans le soutien à la paysannerie depuis les indépendances des pays africains, puisque les leaders de ces pays avaient ce qu'on appelle dans notre jargon le biais urbain. Ils avaient un intérêt, ils avaient un enjeu important, c'était de nourrir les populations des villes pour éviter les risques sociopolitiques au détriment des campagnes, ce qui a entraîné aussi le fait qu'ils se soient tournés vers les marchés internationaux pour assurer la sécurité alimentaire des villes. Donc les paysanneries ont payé le prix fort de l'accent donné à la sécurité alimentaire des villes à bas coût. Hein, c'est donc ce biais urbain dont parle notamment Kako Nobupo dans son ouvrage qui, avant d'être ministre et commissaire, est aussi économiste. Donc, derrière cette idée de sécurité alimentaire, on a un enjeu de l'alimentation demain qui n'est pas seulement de nourrir la population mondiale, mais qui est aussi de pouvoir proposer à chacun et à chacune des systèmes alimentaires qui protègent les ressources naturelles, parfois même les régénèrent, si possible à un coût qui soit assez abordable. Donc, c'est un peu cette idée de
finalement de quelle transformation on parle, de quelle transition on parle. Je vous ai dit, j'essaie de questionner le concept des communs au regard de ce concept de souveraineté alimentaire dans un contexte de transition et de transformation de l'alimentation. Donc là, j'ai repris les 13 principes de l'agroécologie qui ont été édictés par le panel d'experts de haut niveau, l'équivalent du GIEC, mais pour la sécurité alimentaire, un panel d'experts de haut niveau, le HLPE, auprès du Conseil, du Comité à la sécurité alimentaire mondiale à la FAO, où ils reprennent voilà, ces 13 principes qui permettent de situer un petit peu l'aspect système également autour de l'alimentation et de l'agriculture et de la nécessité de transformer, transformation incrémentale ou au contraire transformation plus en plus ambitieuse. Alors, de quelle transition on parle? Aujourd'hui, si on regarde le continent africain, notamment l'Afrique subsaharienne, on a de très faibles moyens techniques, on a une croissance démographique qui est très importante, une baisse de la fertilité des sols liée à l'écourtement des jachères, à l'usage d'engrais, de pesticides, aux monocultures, à l'érosion aussi naturelle de sols qui sont plus vieux, à des relations compliquées entre les éleveurs et les agriculteurs, qui poussent, tout ça pousse les agriculteurs à migrer vers les villes ou à déforester, ou transformer les mangroves, ce qui entraîne des risques importants de conflits, d'érosion de la biodiversité et bien sûr d'émissions de gaz à effet de serre. La croissance démographique du continent africain entre 2010 et 2050, ça sera une population qui va être multipliée par 2,5 à peu près. Donc un enjeu à couvrir les besoins alimentaires. Il y a quelques années, INRAE et FARM avaient fait une étude sur les besoins en terre, les besoins fonciers pour répondre à la demande alimentaire avec un apport calorique moyen autour de 2500 kilocalories. Mais cette étude avait conclu qu'on aura à peu près un triplement des besoins alimentaires et donc des besoins d'aller puiser dans les réserves foncières, un besoin de plus de 500 millions d'hectares. Si on veut atteindre des régimes qui sont plus sains, il faudra même consommer plus de surface. Donc on est dans un contexte où on a une agriculture familiale qui a été laissée de côté pendant des années, qui a hérité de cette situation politique détériorée, qui est pauvre, qui n'a pas les moyens d'investir, face à une agriculture industrielle assez énergivore, notamment celle qui produit les produits de rente, comme les VA, le caoutchouc, ou dans certains contextes le cacao ou le coton, qui est extraverti, très fortement extraverti, donc qui va utiliser des intrants venus de l'extérieur, qui va ensuite vendre la production sans la transformer à l'extérieur, et qui est décrite comme prédatrice de ressources, notamment en terre et en eau. Donc on a un enjeu très important sur le plan alimentaire. Je pense par exemple à l'accès aux produits carnés, à la protéine animale. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'accès est assez faible. Donc on aura besoin de plus en plus de protéines animales. Ce besoin va augmenter. Ça veut dire qu'on va transformer des pâturages, ou plutôt qu'on va avoir de moins en moins de pâturages, une agriculture qui va grignoter les terres de pâture, ce qui va entraîner beaucoup de problèmes. Donc, j'ai parlé d'agroécologie, je parlais même plutôt d'intensification agroécologique, je ne vais pas rentrer dans le débat, face à la révolution verte, qui était le modèle assez connu. On a un problème aujourd'hui de très forte dépendance à l'énergie pour produire les nutriments et les engrais sur le continent africain. Alors, les pays comme le Nigeria produisent des intrants, produisent des engrais, mais ils sont tous exportés vers le Brésil ou vers l'Inde aujourd'hui. Il y a assez peu de consommation locale. Donc, on a ce modèle de production durable qui est en réflexion, un modèle de production, mais aussi de système alimentaire, puisqu'il fait appel aussi à l'accès à la justice sociale, à la question de la diversification économique et à l'équité, c'est le principe numéro 10, fairness, et à la participation, principe numéro 13. Donc, dans des modes de production qui sont tournés vers l'agroécologie, qui valorisent la diversité biologique et les processus naturels. Je suis pas sûr d'avoir besoin de rentrer dans le détail de ce qu'est l'agroécologie, mais tout ça pour dire qu'en fait, la mission de l'agriculture dans les pays d'Afrique subsaharienne, c'est à la fois de répondre à l'enjeu de souveraineté alimentaire, donc de production locale, qui répondent à des politiques publiques locales, mais c'est aussi de produire des services écosystémiques, de maintenir la fertilité des sols, de maintenir aussi des forêts, puisque l'enjeu climatique est tel qu'il faut pouvoir plutôt séquestrer du carbone que
le libérer en faisant du défrichage ou de la déforestation, alors qu'on est dans une situation où dans les pays du Sud, on utilise à peu près 10 fois moins d'intrants externes dans les systèmes agricoles. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire l'agriculture biologique en Afrique subsaharienne. On aura besoin de penser des complémentarités entre fertilité organique, fertilité minérale, d'utiliser parfois certains produits phytosanitaires de synthèse, dans d'autres contextes moins ou d'autres. En tout cas, ça veut dire des transitions agricoles qui doivent être adaptées au contexte, mais qui doivent prendre en compte cette rareté des ressources, puisqu'on a un système très fort de rareté et d'inégalité dans l'accès à ces ressources. Donc, ce n'est pas que protéger la ressource naturelle, mais c'est dans tout le sens qu'on peut voir dans la littérature sur les communs, c'est aussi exploiter durablement pour répondre aux besoins alimentaires et industriels, puisque l'agroécologie renvoie au mode de production, au mode d'organisation, au mode de gouvernance, d'institutions et de financement pour mettre en œuvre ces ressources. Alors, je pourrais aussi parler des enjeux de transformation, notamment d'investissement dans le stockage, dans les outils industriels de transformation, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Je pourrais bien entendu parler des politiques commerciales qui sont inadaptées aujourd'hui, et c'est là-dessus que je vais essayer de terminer, puisqu'on n'a pas de protection le plus souvent commerciale aux frontières pour avoir des prix rémunérateurs pour les producteurs. On a une forme d'incohérence entre des politiques agricoles qui auraient envie d'investir dans l'agriculture et les politiques commerciales qui ont toujours frappé par ce biais urbain. Donc, je voudrais finir la présentation. Là, j'ai peut-être 5-10 minutes à peu près jusqu'à la conclusion, peut-être même moins. Donc, cette idée d'une inégalité en termes de capacité de transformation et de maintien des communs aujourd'hui dans les Suds et en particulier dans le continent africain et en Afrique subsaharienne. Alors, pourquoi je parle d'inégalité en termes de capacité de transformation? J'ai pris le cas des soutiens publics. À la Fondation Farm, j'ai un collègue qui finit sa thèse, un économiste, qui a construit un observatoire mondial des soutiens publics à l'agriculture. Donc, c'est une méthodologie qui permet de comparer les soutiens publics, donc les dépenses budgétaires, à l'agriculture et à l'alimentation d'une part, mais aussi les soutiens au prix du marché, donc les politiques commerciales, les barrières tarifaires, les barrières douanières, de comparer toutes ces dépenses et ces soutiens publics à l'échelle internationale entre les pays, avec si possible un petit peu de recul dans le temps, pour voir qui soutient, comment est-ce qu'on soutient et quelle est l'évolution de ce soutien. Parce qu'aujourd'hui, on a un manque énorme dans le soutien public à l'agriculture, dans le soutien aux producteurs. Donc, ce graphique l'illustre de manière extrêmement claire. Vous avez ici les dépenses publiques de soutien à l'agriculture et à l'alimentation par actif agricole. Aux États-Unis, on est à 45 000 $ par an. Au Ghana, on est à 17 $ par an. En Tanzanie, à 112 et en Chine, à 580 ou l'Union européenne à 11 600. Donc, on est sur une situation d'extrême inégalité en termes de compétitivité et d'accès à des soutiens publics qui sont pourtant absolument nécessaires. Aujourd'hui, si on prend l'ensemble des subventions agricoles qui sont versées aux producteurs, ça représente à peu près 15% de la valeur de la production. Donc, sur 100% de ce qui est produit, sa valeur, il y a 15% qui est représenté par ces soutiens publics. Et ces aides, elles sont concentrées massivement dans les pays riches, dans les pays à économie de marché, dans les pays de l'OCDE, les pays à haut revenu. On est à peu près à entre 550 et 600 milliards de dollars, dont les 2/3, c'est un rapport de l'OCDE et de la FAO et d'autres institutions internationales, 2/3 de ces soutiens publics sont inefficaces ou ont des conséquences négatives sur la durabilité. Donc, il existe vraiment au niveau mondial de très, très grands écarts en termes de soutien public à l'agriculture et à l'alimentation. Globalement, plus un pays a des revenus élevés, plus il dépense pour soutenir ses agriculteurs et ses agricultrices. Alors que l'agriculture ne fournit dans ces pays, comme les États-Unis par exemple, une partie mineure de l'emploi, de la croissance économique ou de la richesse. Dans les pays à revenus élevés, l'intensité de ces dépenses, elle est 2 fois plus élevée que dans les pays à revenus intermédiaires ou les pays à revenus faibles. Et là, on est sur des soutiens publics. Je vous invite à aller voir l'Observatoire de Farm sur notre site où vous pouvez cliquer sur tel et tel pays, comparer les niveaux de dépenses dans le temps et de voir aussi quels sont le type de soutien. Donc, l'agriculture fait face à un nouveau paradoxe au niveau international. Plus les pays dépendent de leur agriculture, Ghana, Tanzanie, Soudan, Éthiopie et autres, c'est 70-80% de la population qui travaille en agriculture.
parfois 40 à 50% du PIB qui vient de l'agriculture, eh bien, plus ils dépendent de ce secteur, moins ils la soutiennent. Et là, vous voyez l'écart de soutien entre un agriculteur ghanéen et un agriculteur américain. De plus, l'essentiel de ces soutiens, il est orienté, en Afrique subsaharienne en tout cas, il est orienté, même s'il est parmi les plus faibles au monde, vers des modes de production que sont notamment les modes de production conventionnels avec la subvention aux intrants. Vous voyez sur le graphique de gauche, les transferts à la production, c'est 92% des subventions aux intrants, principalement des engrais ou des semences. Donc on a en plus un soutien public à l'agriculture en Afrique subsaharienne qui ne contribue qu'indirectement aux agriculteurs. Parce que quand on comptabilise les soutiens publics, on comptabilise aussi les routes, les infrastructures, les dépenses rurales de la Banque mondiale, par exemple, qui construit des écoles ou des centres de santé. Ben, ça rentre dans les soutiens publics à l'agriculture et à l'alimentation. Donc on est encore pire que le tableau que je vous ai montré. Et aujourd'hui, les soutiens qui existent à l'agroécologie ou à l'intensification agroécologique sont extrêmement faibles au niveau international. On prépare un papier à ce sujet avec Guillaume, que vous pourrez, j'espère, retrouver bientôt dans Sur The Conversation, qui prend quelques chiffres assez précis sur les très faibles niveaux d'engagement, notamment des bailleurs de fonds internationaux sur les pratiques agroécologiques. Alors, je voudrais finir en disant simplement, finalement, quelle est ma légitimité à moi, Mathieu Brun, travaillant depuis la région Île-de-France sur les agricultures du Sud. C'est aussi parce que, en tant que chercheur, j'ai le droit de m'intéresser à plein de sujets, bien sûr, mais ma légitimité, elle vient aussi du fait que nos modes de production, nos modes de consommation, plutôt en France, ont des conséquences sur ces agricultures dans les Suds. Je pense notamment à la consommation de café, de cacao, qui a contribué assez fortement à la déforestation en Afrique de l'Ouest, à la destruction des écosystèmes. Donc, tous les travaux qui sont en cours aujourd'hui pour essayer d'avoir des modes d'approvisionnement plus durables sont extrêmement importants et extrêmement intéressants. Je pense aussi à l'utilisation de pesticides qui sont souvent interdits en Europe, mais qui sont toujours vendus dans les pays du Sud, hein, qui met en danger les écosystèmes et celles et ceux qui produisent et qui vivent dans ces écosystèmes. Il y a quelques semaines, il y a encore eu des publications, notamment de grandes ONG, sur du plaidoyer autour de ces questions de pesticides. Et puis, bien sûr, la question de la vigilance autour des droits humains et du revenu digne pour ces producteurs dans les pays du Sud. C'est aussi ce qui rend légitime l'existence d'une fondation française basée en France, financée par des entreprises et des institutions françaises, mais qui s'intéressent au Sud. Alors, je vais conclure peut-être en remettant le cheminement que je vous ai proposé. Donc, ce que je vous ai finalement proposé aujourd'hui, c'est plutôt de la réflexion, peut-être pas toujours très très bien organisée, en tout cas, qui a essayé j'ai essayé de faire de mon mieux pour livrer un propos assez clair et pour essayer d'éclairer ce qu'on avait discuté ensemble dans la préparation de cette séquence. Donc, revisiter la question de la souveraineté alimentaire comme une nouvelle forme d'organisation collective autour de l'agriculture et de l'alimentation pour augmenter ou pour améliorer la disponibilité, l'accès et la soutenabilité de nos modes de production dans une situation de tension extrêmement forte. L'objectif en 2030 était d'avoir plus aucune personne qui souffrirait de la faim. En 2030, on sera au même nombre de personnes qu'en 2015. Certes, la croissance de la population aura continué, donc en valeur relative, ça sera plus faible, mais en valeur absolue, on n'aura fait aucun pas, aucun effort pour éradiquer la faim dans le monde. Alors, bien sûr, il y a des signaux positifs et on peut s'en réjouir. Donc, on a cette communauté des mal nourris qui est toujours plus grande, qui l'est avant tout parce qu'on a des situations de guerre, d'insécurité et de changement climatique et de règles commerciales, d'incohérence des politiques publiques. On travaille en ce moment sur les questions laitières, les questions d'accès et de production, de systèmes durables de production laitière en Afrique. Prenez un pays comme l'Algérie qui veut, dans sa politique agricole, investir massivement pour développer la collecte locale, donc auprès de producteurs familiaux de lait, pour autant qu'il y ait une politique commerciale qui ne met aucun droit de douane sur les poudres de lait, qui sont souvent françaises, parce que c'est notre premier client, comme ça l'était avec le blé il y a quelques années. Donc des incohérences qui
non seulement limite l'utilisation des fonds publics, mais qui aussi envoie des signaux extrêmement contre-productifs au marché. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça comme piste de recherche, comme piste d'action, comme innovation sociale et organisationnelle? Ce sera peut-être l'objet de la discussion qu'on aura maintenant. Pour autant, l'avenir de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, notamment du continent africain, elle se situe dans une gestion par les communs, je pense, et je vous invite vraiment à lire les travaux de Kako Nubuko sur ces questions-là, parce que d'un côté, les défaillances du marché, d'une part, et les défaillances de l'État font qu'on a besoin d'inventer une forme de gouvernance raisonnée de ces communs, comme l'eau, le foncier, les semences, la connaissance aussi, bien entendu, les pratiques, pour créer des modes alimentaires, des systèmes alimentaires qui soient durables. Alors, des innovations, il en existe. En France, on a expérimenté la sécurité sociale de l'alimentation. Je pense que vous parlerez peut-être dans les prochaines séquences de ces enjeux aussi de systèmes alimentaires euh, et de sécurité sociale de l'alimentation. Bien sûr, il y a la question des subventions à l'agriculture qui sont aujourd'hui inefficaces et qui devraient être réorientées vers des modes de production plus durables. Vous avez aussi des politiques agricoles territorialisées qui sont plus uniquement l'apanage de pays comme la France, mais aussi dans des contextes en Afrique de l'Ouest, par exemple, où on réfléchit de plus en plus à l'approche territoriale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Certains proposent aussi de bannir la spéculation et de transformer le fonctionnement des marchés agricoles actuels, de sortir, finalement, de refaire l'exception agricole à l'OMC, de sortir l'agriculture de l'échange marchand, de sortir donc l'agriculture et l'alimentation de ce modèle économique marchand qui est dominant. Voilà, je vous remercie, j'étais un tout petit peu plus long que prévu. Je serais très heureux d'écouter vos remarques, commentaires après ce long exposé. Merci Mathieu. Je réactive ma caméra. Merci pour tout. Ici, la sécurité alimentaire est dans un contexte d'épuisement et d'accaparement des ressources, tu l'as dit. Donc, je vous propose d'ouvrir les débats. Vous pouvez naturellement à distance prendre la parole ou poser votre question par le biais de la barre de discussion, par le chat. Je vous écoute. Nous vous écoutons. François, tu commences? Alors, merci beaucoup déjà Mathieu pour cet exposé. En fait, je trouve que ton propos interroge même la notion de commun. Dans le sens, non mais c'est très enrichissant, dans le sens où si on prend la notion de commun telle qu'elle est un peu formalisée dans la littérature, alors, en revenant à la question de la tragédie des communs posée par Harding, justement entre ce débat entre commun, gestion en commun inatteignable, donc de toute façon, soit appel au marché, soit appel à l'État. Et ensuite, cette réponse que fait Nordstrom à Harding en disant mais si finalement il y a une troisième voie possible, en fait, cette discussion sur les communs, elle se construit à l'échelle de la communauté. Et une communauté qui est quelque part, qui a des frontières. Donc il y a des gens qui sont dedans, des gens qui sont dehors. Et je trouve que ton propos est très très intéressant parce qu'en fait, il interroge complètement cette notion de communauté. Et donc, derrière, la gestion de biens communs. Et en mettant en évidence que, en tout cas, qu'il interroge voilà, qu'on n'est pas du tout sur ces notions de communauté-là. Et pourtant, on voit que derrière, les questions de management des communs, de gestion des communs, elles reviennent, et qu'on revoit le même besoin de démocratie, le même besoin d'une gouvernance, de construction d'institutions qui permettent à chacun, alors il faut définir le chacun, parce que le chacun c'est les nations, parce que le chacun c'est les ONG, c'est les représentants des agriculteurs, quels qu'ils sont, ou des manœuvres. Mais en tout cas, que chacun ait voix à la parole, qu'il y a besoin d'avoir quelque part la construction de nouvelles normes d'organisation
Et je trouve que finalement, on retrouve les questions de management qui sont posées par les communs dans un contexte où finalement, c'est très difficile au départ de dire, mais on parle d'un commun, parce qu'on est clairement à une échelle de communauté qui n'est pas celle qu'on attrape avec cette littérature. Et donc, voilà, je trouve que tu disais dans ton avant-propos, je vais interroger la question de souveraineté alimentaire au regard des communs. Oui, c'est bon. Je vais te renvoyer la chose, mais en fait, est-ce que c'est pas plutôt la question de la souveraineté alimentaire qui questionne la question, voilà, qui nous amène à relire les communs et à relire en fait cette littérature des communs en se disant finalement, on a peut-être des outils qui sont mobilisables à d'autres échelles que celles auxquelles on a l'habitude de les utiliser. Très bien. La réflexion, c'est plus une réflexion interne. Je partage ce qui vient d'être dit, effectivement, par François. On a aussi alors, Nathalie, n'hésite pas à prendre la parole, hein. Tu as mis un petit commentaire dans le chat que je peux lire naturellement, mais si c'est possible pour toi d'intervenir oralement, n'hésite vraiment pas à le faire. Peut-être pas possible pour Nathalie, je ne sais pas. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ah, parfait. Bah oui, je vais me On permettre de faire le commentaire tout haut. Alors bon, Eh ben, c'est très bien. N'hésite pas. j'assiste avec beaucoup d'intérêt à cette conférence, mais ne suis plus moi-même universitaire ou appartenant au monde de la recherche, mais vos travaux sont toujours passionnants. Moi, j'ai essayé de mettre en œuvre une réponse opérationnelle à ce type de problématique, puisque je me suis plongée dans l'aventure start-up environnementale pour justement quelque part essayer de répondre à ce type de problématique-là en installant dans les communs, donc dans les territoires, des stations d'observation du vivant au service du pilotage par les agriculteurs, si possible, de leurs pratiques pour veiller à ce que les actions humaines de ces territoires soient bien compatibles avec un état de biodiversité résilient et qui permettent de piloter du coup dans le temps ces pratiques humaines, qu'elles soient agricoles, industrielles chez nous, mais on s'était posé la question au Congo de l'installation de nos dispositifs qui utilisent du coup des capteurs connectés pour en faire des nouveaux lieux de gouvernance au niveau des communautés locales, entre des agriculteurs, des sachants traditionnels, des sachants venus de la coopérative extérieure apicole en l'occurrence, puisque c'est des capteurs qu'on installe sur les ruches, et comme étant un lieu d'échange autour d'un prétexte qui est la donnée, pour que les différentes parties prenantes se coordonnent sur une observation partagée de l'état du vivant. Donc on est en plein dans cette réflexion sur comment est-ce qu'on peut co-gérer les communs de façon à ce que ça soit bénéfique pour tous. Donc très intéressant de suivre cette réflexion et tous vos travaux. Merci en tout cas de ces échanges. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Une Ouais, réaction peut-être? Oui, une réaction Oui. très rapide à ce que vient de dire Nathalie. Bien sûr, je serais très intéressé d'échanger sur ces outils pour essayer de faire un petit peu la comptabilité de ces pratiques et de comprendre en quoi elles ont un lien, une conséquence avec les évolutions du vivant. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez dit, c'est les nouveaux lieux de gouvernance des communs, avec des outils qui sont donc ceux ici de la data avec voilà, des capteurs qui permettent d'avoir une vision un peu renouvelée de l'environnement dans lequel les producteurs sont actifs. Ça me fait beaucoup penser finalement à quand j'étais doctorant, quand je faisais ma thèse. Je travaillais sur une petite commune de la vallée du Drap au Maroc, qui avait complètement construit son système social sur la gestion de l'eau. Donc ça va bien sûr te parler, Guillaume. Et moi, je travaillais sur la mémoire du développement, ce qui est un objet assez particulier.
Et là-bas, l'essentiel de mon approche autour du questionnement sur ce qui s'était passé depuis 50 ans en termes de développement tournait autour de la question de l'eau. En fait, de l'outil de gouvernance qui avait été créé pour le partage de l'eau, puisqu'on était sur un fleuve, le Dra, qui avait donc des crues, des décrues, etc., et qui était partagé sur un ensemble d'oasis. Et en fonction, on était au début ou à la fin, bien sûr, l'accès n'était pas le même. Et ça produisait énormément de liens sociaux, et ça produisait beaucoup d'organisations différentes. La bibliothèque, quand je parlais de la bibliothèque, on me parlait de l'eau. Quand je parlais Donc en fait, et les personnes les plus âgées dans ce village-là témoignaient du manque aujourd'hui de ces lieux de gouvernance des communs. On n'avait plus besoin de se parler parce que l'eau était gérée par l'office marocain, qui avait une autorité publique qui gérait ça. Certes, les tours d'eau étaient plus ou moins organisés, etc. Mais il n'avait plus ce lieu de gouvernance du commun qui pouvait être aussi facteur de lien social et de création de lien social. C'est ce à quoi ça me faisait penser ce que vous disiez, Nathalie. Avec plaisir, être mis en relation, évidemment. Guillaume, tu n'hésiteras pas, je le sais bien. Tu peux me compter sur moi. Je ne sais pas, peut-être d'autres actions à distance ou Yvan peut-être, je ne sais pas. Donc, c'est bien. Il enseigne professeur de pathologie végétale et d'immunologie. Ça me remue beaucoup, je te dis. Je suis dans un milieu où on ne se reconnaît pas. On a vraiment des opinions très, très variables. Ça va des défenseurs de l'agriculture paysanne aux défenseurs des nouvelles technologies génétiques. Et justement, moi, j'ai la solution. Mais dire tout ça, c'est trop compliqué. Donc, déjà, je ne les critique pas, hein, c'est des gens très très bien. Il n'y a pas de souci, ils sont dans leur discipline, ils font des trucs biologie moléculaire absolument fabuleux. Le problème, en fait, pour eux, c'est que notamment les plantes et semences, c'est pas un bien commun. Vu que des constructions qu'ils font, ça coûte très très cher à produire. Donc, ils ont le discours habituel des semenciers. Si après on les donne, c'est comme faire des photocopies gratuites de vos bouquins. Donc, leur rêve, en fait, et sincèrement, en plus, c'est de refaire la révolution verte, mais en mieux. En disant, on peut très facilement. Sinon, je ne sais pas, avec l'ingénierie génétique, on va construire des variétés qui vont être super productives. Et donc, toutes vos histoires de commerce et de gestion, c'est bien compliqué. Et donc là, moi, j'ai du mal à faire une part, à interagir avec eux, parce qu'ils ont, dans leur schéma, ils ont des schémas très très simplistes. Et là, tout ce qui est expliqué, on voit la complexité de caractéristiques techniques. Il m'ont pas été qu'on a beau se vanter l'école du système, c'est pas pour tout le monde. Encore une fois, je ne conteste pas parce que je pense que c'est important qu'on développe ces choses. Et là, je me dis comment on fait. De même, le discours dominant actuellement, y compris les autorités, il ne va pas vers ça, il va vers ça a été dit, vers le productivisme. Le problème, c'est qu'on ne produit pas assez parce que, et après on dérive très vite, parce que le principe de précaution nous empêche de faire ce qu'on veut, parce que ci, parce que ça. Et puis quand on parle un peu trop de gestion collective, on dit très vite, vous voulez revenir au collectivisme. Vous avez vu ce que c'est la fin de l'Union soviétique, donc on rentre très vite dans des choses de tête. Donc là, je ne sais pas comment faire. J'aurais aimé qu'il y ait 50 personnes écouter. Je pense qu'il y a peut-être un biais idéologique, j'en sais rien, il y a Mélenchon, mais c'est tout. Donc il y a un discours qui est argumenté, il y a des faits, il y a des chiffres qu'on ne peut pas nier tout le temps. C'est moi, quand je dis à certaines personnes ce que j'ai vu là, enfin pas théoriquement, la production agricole finale de la vente, on dit c'est pas vrai. Bon, c'est pas vrai. Là, j'ai vu sur mon téléphone, je pense que c'est très politique, il y a une étude israélienne qui montre qu'il n'y a pas de problème d'élévation à Gaza en ce moment. Bon, là, c'est extrêmement excessif. Mais on tombe très vite dans ces travers. En fait, je suis un peu désarçonné. Et me dire qu'est-ce qu'on fait après. Et je me dis aussi, est-ce que le Sud, bientôt, c'est pas nous, parce qu'il y a quand même des choses qui commencent à ressembler chez nous, accaparement des terres, financiarisation, confiscation des moyens, confiscation des biens communs, ça commence à être semblable. Pas très positif. Je ne suis pas un optimiste. J'espère que je ne suis pas hors cadre. Non, parce qu'en plus, si je peux réagir à ce que vous avez dit, Yvan, en fait, ça me fait penser à aujourd'hui le débat, notamment autour de la sécurité alimentaire. Il se polarise dans une forme de coalition entre, d'un côté, les agricultures productivistes et de l'autre côté, les nutritionnistes. On avait mis longtemps la nutrition de côté, en disant le tout, c'est qu'ils aient suffisamment à manger.
on s'est rendu compte que ça crée des carences, que ça crée du surpoids, donc des enjeux, etc. Et donc aujourd'hui, en fait, on a une alliance entre ces deux-là en disant, bah, ce qu'il faut faire, c'est injecter de la nutrition, donc de la science, dans la production agricole. Et donc de faire des aliments biofortifiés, renforcés, etc. Et ça va éradiquer la faim et l'insécurité alimentaire. Alors en fait, moi je suis pas dans une commune, dans une et donc cette communauté elle est très bien structurée. Ce rapprochement, disons théorique, il est très présent et très réaliste. Alors bien sûr, ça marche dans certains contextes où on a des vraies carences et où c'est nécessaire. Mais du coup, moi je ne serais pas dans la vision d'exclure ces solutions, mais c'est plutôt d'essayer de conjuguer l'ensemble des solutions. Finalement, ceux qui font de la bioingénierie et qui réfléchissent à comment utiliser CRISPR-Cas9 ou telle méthode NBT et autres pour faire mieux et plus vite, pourquoi pas, à condition que ça s'insère dans une mode de régulation collective et qu'il soit dans un partage de l'accès à l'information, d'accès aux semences. Et on a vu la simplification du système alimentaire. Quand on regarde je crois que c'était le CG qui avait publié ça, un petit peu en faire une forme de mea culpa, sur les niveaux d'investissement public dans la recherche génétique concentrée sur blé, maïs. On voit bien, c'est des centres du CG, hein, blé, maïs, pommes de terre, etc. Mais tout le reste. Et aujourd'hui, donc, ne serait-ce que les banques de semences ou la disponibilité des semences, quand vous avez parlé à des chercheurs sénégalais, par exemple, en fait, ils viennent aussi rare vers Montpellier pour chercher des stocks de semences de tel ou tel plante pour pouvoir ensuite faire les recherches. Donc il y a aussi une forme d'inégal accès à la recherche, à la science, qui est extrêmement problématique. Mais là-dessus, on a le même problème avec la discipline. Tout ce qui est des maladies des plantes, il vaut mieux travailler sur les maladies de la vigne que sur les maladies du café en dessous. Ouais. Pas les mêmes sources c'est pas les mêmes problèmes, il n'y a pas les mêmes sources de financement et au cours du temps, il faut des équipes de recherche de plus en plus grosses, avec des noms de plus en plus grands. On élimine un certain nombre de modèles. Et là, Malheureusement, avec le changement climatique et la montée des biogéographies, la mouche de la mangue qui a été une catastrophe en Afrique de l'Ouest est aujourd'hui sur les citrons en Méditerranée ou sur les prunes. Très vite, il faudra investir énormément dans ces recherches-là. ah ben non, oui, justement, ça s'est parce que ça arrive chez nous. Oui, c'est ça. Donc là, ça devient, sans faire de mauvais humour, ça redevient un bien commun parce que la mouche cyclique, maintenant, c'est plus seulement. Oui, oui, absolument. Donc oui, là, on commence. Peut-être des réactions. Mathieu, tu as proposé quelques pistes en matière d'innovation sociale et organisationnelle. Tu as évoqué notamment la sécurité sociale de l'alimentation. Qu'est-ce que tu peux, est-ce que tu pourrais juste développer un petit peu peut-être là-dessus, sur comment tu vois, comment tu as évoqué notamment l'Égypte et le pain, hein, la traduction du pain en égyptien, je crois que c'est la vie, hein, c'est ça que tu rappelais. Hein. Donc, je crois que c'était, je sais pas, c'est pas le président Moubarak qui avait envisagé à un moment donné de supprimer les subventions en pain. Je crois que c'était lui ou son prédécesseur, et il a très vite revenu sur en tout cas, cette idée d'enlever la subvention au pain. Donc, comment on peut subventionner demain une alimentation pour garantir au plus grand nombre la capacité de se nourrir correctement. Alors, en Égypte, le pain est évidemment un des aliments, si ce n'est l'aliment de base de l'alimentation des Égyptiens. Mais comment tu transposes ça dans d'autres contextes et quelles sont les pistes que tu as déjà pu explorer au travers je pense notamment de visites terrain que tu as pu réaliser notamment chez Farm. Comment tu vois ça? Oui, merci. Je commence avec ça. Ouais. Oui, vas-y, d'autant plus qu'on va avoir parmi les sujets, hein, la sécurité sociale et l'alimentation. C'est le 11 juin. C'est le 11 juin, donc c'est un petit peu déjà un teasing pour la prochaine conférence, avec aussi cette idée de monnaie locale, hein, on y reviendra donc le 11 juin. Donc, sans déflorer le propos de la personne qui va parler de la sécurité sociale de l'alimentation, cette idée, elle se répand depuis quelques années. Elle a essaimé un peu partout. On a retrouvé pas mal aussi en Amérique du Nord, enfin, au Canada, comme États-Unis, bien sûr, sur l'idée qu'en fait, on pourrait créer une nouvelle branche de la sécurité sociale qui serait liée à l'alimentation. Parce qu'on voit aujourd'hui les liens entre alimentation et santé.
qu'on a longtemps mis de côté, et que bien se nourrir, c'est une manière de bien vieillir, d'être en meilleure santé, d'être en meilleure forme, etc. Et donc, c'est réinvestir ce champ-là de la santé par le médical, sans forcément tomber sur du contrôle du microbiote, mais simplement organiser l'accès à l'alimentation, y compris pour les plus précaires et les plus démunis, une alimentation de qualité. Donc, ça passe par des expérimentations qui ont été faites notamment, je crois que c'est à Montpellier, et dans d'autres communes de l'Hérault, avec la chaire alimentation du monde, d'ailleurs, en partenariat et d'autres, j'imagine des collègues de l'Institut Agro et d'autres à Montpellier, autour de cartes voilà, qui donnent accès à certains produits dans certains magasins, qui sont des produits où on lie la question de la durabilité alimentaire avec la durabilité environnementale. Et donc, je crois que les premières conclusions sont en cours d'être livrées ou sont en tout cas détaillées, je pense, dans le cadre du 11 juin et de l'intervention de la collègue ou du collègue qui interviendra. Donc ça, c'est un sujet assez intéressant parce qu'en fait, ça tient aussi à ce qui est beaucoup souhaité par certains, de voir par exemple augmenter l'approvisionnement des cantines scolaires avec certains types d'agriculture, la fameuse commande publique. Ça, c'est une autre forme de commande publique, c'est une forme de soutien. Donc, si on va acheter tel et tel produit dans tel et tel magasin qui sont bons pour la santé, on a soit une réduction, soit un avantage, soit etc. À l'inverse, l'exemple que tu prends sur l'Égypte est très intéressant parce que là, on est sur un acquis social indéboulonnable. Tu mentionnais le président, c'était Sadat, le président Sadat, qui au moment des crises économiques, des plans d'ajustement structurel, la Banque mondiale, le FMI a dit qu'il faut couper dans les dépenses. Une des dépenses les plus importantes, c'est les subventions alimentaires. Alors à l'époque, c'était les lentilles, le riz, le thé, la sauce tomate, le savon également, enfin ce qu'on appelle les PPN, les produits de première nécessité, qui étaient subventionnés. Donc il a réduit énormément les subventions sur le pain et l'énergie, parce que le hydrocarbure, enfin, le gasoil était aussi subventionné comme l'eau, et ça a créé des émeutes, les premières émeutes de la faim, enfin, des émeutes populaires. Et donc très vite, il est revenu sur ça. Quand il y a eu les printemps arabes, il y a quelques années de cela déjà, 2009, 2010, 2011, les premières mesures qui ont été prises par les gouvernements, c'était d'augmenter les subventions alimentaires. Un peuple qui a faim, en général, c'est un peuple qui se révolte un petit peu moins. Bien sûr, la fin de démocratie a été un peu plus forte que la fin de pain. Donc, il y a eu c'était mon mémoire de master, donc c'était encore plus longtemps, mais sur la question de la réforme des subventions alimentaires en Égypte, où justement, les économistes, les bien-pensants, enfin, qui pensent bien, hein, pas bien pensants, mais qui pensent bien ces réformes au FMI et ailleurs, avaient mis en place des recettes pour réduire ça se heurtait en fait à la pression sociale et au fait que les gens refusaient d'avoir ce type de réforme et de transformation. Pour autant, il y a des choses et des leviers à activer assez importants, notamment le pain subventionné en Égypte, il est accessible à tout le monde. Moi-même, quand j'ai vécu, parce que j'étais en échange en Égypte, je pouvais aller acheter le pain subventionné dans la rue au même prix que quelqu'un qui gagnait $1 par jour ou 0,5 $ par jour. Donc il y aurait peut-être des enjeux à réguler l'accès, à mettre en place des systèmes de cartes ou de sécurité sociale. Ça a été exploré, hein, et il y a des résultats assez intéressants de modification, mais tout ça va prendre du temps. Il y a des pistes de recherche qui sont assez intéressantes. Après, ça fait écho à plein d'autres réflexions, peut-être qui me semblaient il y a encore quelques années être plutôt de l'ordre de la dystopie, c'est-à-dire un contrôle social de notre alimentation. En fait, certains voient dans la sécurité sociale de l'alimentation une forme de contrôle de notre alimentation, donc de nous dire ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger, etc. Bon, on nous dit bien de ne pas fumer, et on a bien une sécurité sociale qui nous dit de ne pas prendre plus de 6 Doliprane par jour. Certains le font, certains ne le font pas. Donc, je pense qu'il faut raison garder sur cette notion de contrôle social de l'alimentation. En tout cas, offrir la bonne formation aux individus pour connaître les bienfaits de telle ou telle alimentation et ce que ça peut avoir comme conséquence, ce serait déjà pas mal. Et puis, renforcer la commande publique. Ça se voit notamment dans les pays d'Afrique de l'Ouest, où on a de plus en plus, dans certains villages ou villes moyennes, pour les cantines scolaires, puisque c'est souvent un des seuls repas que peuvent faire certains enfants, un souhait de développer l'approvisionnement local ou la commande locale. On a travaillé sur un projet de riz au lait au Sénégal, avec du riz qui à la base venait d'Asie du Sud-Est, de lait qui venait de poudre de lait européenne,
comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des filières sénégalaises qui répondent à la demande. Elle est tellement immense que ça demande des investissements colossaux, mais voilà, il y a aussi des fonds impact qui sont derrière et qui pourraient mettre des moyens. Très bien, merci. C'est Mathieu. D'autres questions peut-être? À distance, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Non, pas de questions? En fait, je trouve que, en fait, je poursuis peut-être sur autre chose, mais je trouve que, en fait, t'interroges plein de choses pour, si tu veux, par exemple, les questions de gestion des connaissances. Donc, Oui. parce que derrière, développer une nouvelle une transition vers l'agroécologie, c'est aussi, ça interroge aussi la production de connaissances, mais ça interroge aussi la gouvernance des connaissances. Le partage, mais aussi la manière dont elles sont produites, si tu veux, et, et de relocaliser la production de connaissances, voire de relégitimer la connaissance expérientielle, et pas simplement la connaissance académique. Et donc, encore une fois, c'est peut-être plus une réflexion qu'une question, mais peut-être que là, tu pourras plus t'en saisir. Finalement, derrière cette question de souveraineté alimentaire, en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une interrogation sur l'ensemble, enfin, sur un modèle alternatif, en fait, qui n'est pas simplement lié directement à à la question de l'alimentation, mais aussi aux questions ben voilà, par exemple, de production de connaissances, mais plus globalement de tout l'écosystème en fait, de l'alimentation. C'est un peu en désordre. Non, ça renvoie je vais le lire un peu sur ces sujets de food system, approche food system, et en reprenant notamment le diagramme, enfin l'infographie du HLPE et de ces fameux 13 principes, où on a un modèle qui est plus seulement un modèle qui vise à produire de l'agriculture, ou produire de la production végétale ou animale, mais qui vise à produire autre chose, notamment du lien, du sens, de la connaissance, etc. Donc on est avec ce modèle de souveraineté, je trouve qu'on on remet sur le métier en fait énormément de concepts, énormément de fonctionnement. Je pense à celui du commerce. Souvent, quand on dit souveraineté alimentaire, on pense pas de commerce, on parle d'autonomie, on parle de fermeture, on parle. Alors qu'en fait, dans la définition même portée par la Via Campesina, le commerce existe, le commerce est nécessaire. Simplement, c'est quelles règles du commerce on met derrière, avec ce fameux souhait de bannir la spéculation ou de sortir l'agriculture de marché à terme, qui sont pourtant des outils de pilotage de l'agriculture, en fait, qui sont utilisés par les agriculteurs, parfois détournés de leur usage premier. Mais je me souviens d'avoir des échanges avec des producteurs qui me disaient la spéculation, c'est bon, parce que c'est aussi notre manière à nous de penser l'investissement, de gagner de l'argent, d'investir, etc. Donc, moi aussi, c'est très décousu, tu vois. Et ça demande peut-être forcément une vraie réflexion sur ces modes de production, ces modes d'organisation de la société, qui ne soient pas ceux qu'on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui. Mais quand on voit la panne des institutions multilatérales, notamment l'OMC et les difficultés à avoir des politiques qui soient cohérentes entre politique agricole et politique commerciale, notamment en Afrique de l'Ouest, ça demandera un gros travail. Très bien, moi, pour ma part, je reprends mes nombreuses notes. Avec très nombreuses thématiques. Oui, non, je prends mes notes. Il faut. Juste, alors, c'est pas forcément, on s'écarte peut-être un petit peu du sujet, mais
tu as reparlé de ton travail de recherche doctorale sur la mémoire du développement. Est-ce que tu peux juste repréciser, c'était de l'aide au développement des pays? Parce que... Oui, la recherche portait sur l'aide au développement, donc l'aide portée par des bailleurs de fonds internationaux, etc., à l'échelle du territoire. C'est-à-dire, c'était une forme de revisiter l'impact des projets de développement sur 2 territoires, en gros 3 communes au Maroc et 3 communes à Madagascar. Donc ça, c'était l'idée de base, d'aller essayer de questionner l'impact des projets de développement 50 ans après qu'ils aient été déterminés, etc. Ça s'est transformé en une exploration de la mémoire du développement, de la trace que laissent les pratiques de développement, que laissent les trajectoires de développement. Je parlais de ces cas de l'eau, par exemple, la Mzguita dans la vallée du Dra. Donc la nostalgie autour de la perte de lien social qui a lié, en tout cas, pour les gens, il y a un lien de causalité entre perte de lien social et développement, etc. Et puis avec une dimension aussi de capital. Je suis toujours politiste, donc l'idée c'était de travailler sur la capitalisation que pouvaient faire certains acteurs de ces pratiques de développement pour avancer leur carrière, avancer le développement de leur commune ou d'autres choses. Et puis on avait l'exercice, j'ai choisi de faire une approche quantitative et qualitative, donc classique, qualitative, entretien, focus group, et quantitative, donc avec une cartographie de la mémoire, cartographie des souvenirs que des individus ont des projets de développement, et ensuite d'aller voir sur les terrains si c'était des traces qui existaient, etc. Parce que je réagissais par rapport à l'exemple que tu donnais sur l'eau gérée par l'Office marocain. J'ai potentiellement un terrain qui va s'ouvrir sur l'eau, justement au Maroc. Donc, c'est pour ça que j'ai réagi aussi là-dessus. On a une question qui vient d'être posée via alors, les transformations écologiques, technologiques, virgule guerre, en cours et à venir ne vont-elles pas creuser davantage le gap entre bien et mal nourris? Difficile de répondre à ta question sans être un peu pessimiste. Alors, je pourrais prendre un peu disons, le pied inverse en disant qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis maintenant 10 ans. Il y a des succès en fait, qui existent sur la lutte contre l'insécurité alimentaire. Par exemple, le taux d'anémie chez la femme enceinte a réussi à repartir enfin, il est moins grave que ce qu'il était auparavant. Donc il y a des indicateurs qui sont positifs. Pour autant, effectivement, encore hier, avant-hier, pardon, on essaie de réfléchir à ces questions-là en collectif avec des collègues. Et je disais, si déjà on résolvait les conflits, si on arrêtait les guerres, enfin, c'est un peu puéril de dire ça, mais ça enlèverait énormément les grosses épines dans le pied de l'insécurité alimentaire, hein, puisque regardez la carte de l'insécurité alimentaire avec la carte des conflits, c'est les conflits dans les Grands Lacs, c'est des conflits au Yémen, à Gaza aujourd'hui. Donc il y a un fort lien là-dessus. Donc si on trouvait un mode de gouvernance collective pacifique, ça reste aussi un objectif de développement durable, on solutionnerait en partie l'insécurité alimentaire. Mais j'invite cette personne à réfléchir en termes de prospective, notamment sur le continent africain. Une population qui va être multipliée par 2, besoin de 500 millions d'hectares de terre. Il va falloir investir énormément d'argent et de connaissances pour faire cette intensification agroécologique, surtout si on veut que les gens aient accès à des régimes sains, et en sachant que les impacts du changement climatique sont aussi extrêmement compliqués à mesurer aujourd'hui. Vous avez des courbes de tendance sur les rendements de la vigne ou du blé dans le bassin parisien. Vous en avez beaucoup moins sur le manioc, l'igname, au nord du Bénin ou au sud du Sénégal. Et là, vous n'hésitez pas à réagir, Ilia, si vous le souhaitez, en prenant la parole. Mathieu vous a apporté quelques éléments de réponse. Alors, éventuellement, merci Mathieu. Éventuellement, voilà, je vais annoncer un peu le programme des prochaines séances. On approche de la fin de cette 3e conférence. N'hésitez pas, s'il y a encore des questions, à prendre la parole dans les minutes qui suivent. Alors, simplement pour vous dire que la conférence numéro 4 portera précisément
sur la sécurité sociale de l'alimentation et monnaie locale. 2 points. Quel potentiel transformatif des systèmes alimentaires? Donc, bon, je ne sais pas si on a fait exprès de s'y articuler. C'est souvent une question de calendrier, mais il y a une vraie articulation entre les propos de chacun. Donc, il y aura évidemment une vraie transition à faire avec l'exposé de Mathieu aujourd'hui. Donc, cette conférence sera donnée par Séverine Saleil, maîtresse de conférence à l'Université de Lumière Lyon 2, et Marie Farr, qui est également maîtresse de conférence également à l'Université de Lumière Lyon 2. Donc le 11 juin prochain, non pas à 14h, mais à 14h30, ici même au Laroquois à Guyancourt, également naturellement en visio, hein, sur le même lien, le lien ne change pas, donc conférence numéro 4. Et on aura une dernière conférence avant l'été, avant la pause estivale, conférence numéro 5, intitulée Gouvernance de l'eau et changement climatique, donnée par donc Simon Porcher, qui est professeur en sciences de gestion à Panthéon-Assas Université, qui vient de sortir un ouvrage que je suis en train de lire, qui s'appelle La fin de l'eau. C'est un ouvrage très intéressant avec un essai sur voilà, l'évolution de l'eau, notamment du point de vue de sa gouvernance, qui aura lieu donc le 5 juillet 2024, toujours ici au Laroquois à 14h30, également disponible en visio. Donc vous voyez qu'on aura en quelques mois et donc 5 conférences sur le sujet des communs, et le cycle se poursuivra à la rentrée avec 3 nouvelles conférences entre donc septembre et le mois de décembre. Le calendrier est déjà fixé, sauf sur une date, je crois. Donc on vous communiquera à tous, tous les inscrits de cette session, mais également des sessions antérieures, le programme complet pour vous permettre de vous organiser. Et puis donc chacune des séances fait l'objet d'une capture vidéo. Les 2 premières sont en ligne sur la chaîne YouTube du laboratoire Laroquois. Et on aura donc évidemment une collection de vidéos à l'issue de ces présentations qui devraient, donc, on l'avait annoncé avec François, faire l'objet d'un ouvrage collectif autour de ces réflexions. S'il n'y a pas de nouvelles questions, je vous propose de clôturer cette séance en remerciant évidemment Mathieu pour son exposé qui, je crois, appelle aussi de nouveaux échanges dans le cadre de l'ouvrage à venir. Donc, nous aurons plaisir à échanger avec Mathieu. Et puis, je remercie également toutes les personnes présentes, notamment à distance, pour leur participation aujourd'hui. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à toutes et tous. Bonne journée, à très bientôt, Guillaume. À bientôt, merci.